La Motte du Caire, Turier, Vaumeil, Valavoir, Belle-Affaire, Gigord, Nible, Sigoyer, Châteaufort, Faucon du Caire, Bayon, Clamensanne, Le Caire, Curban, Melve, Piégut, Thèze, Valerme, Venterolles, Claret. Des villages qui résonnent avec les montagnes de la Haute-Provence. Nous sommes au nord de Sisteron, sur les terres du pays de la Motte Turier. Son territoire est immense, impressionnant de diversité. Il fait le lien entre les terres sèches de la Provence et le massif des Écrins. On compte ici 7 habitants au kilomètre carré. Dans les années 50, ces villages paysans ont subi de plein fouet la modernisation et l'exode rural. La mécanisation apporta un confort de travail certain, mais également la disparition des modes de vie traditionnels, grâce auxquels les villageois vivaient dans une solidarité nécessaire. Cette période fut une transition bouleversante entre deux civilisations. En 2005, le nombre des habitants est à nouveau en progression. Il est le même qu'il y a 50 ans. Refusant la fatalité, il a fallu s'adapter, transformer les modes de vie, voir partir des familles entières avant d'observer à nouveau que les initiatives locales et politiques permettent à la population autochtone de ne plus s'expatrier. Mieux, les projets d'aménagement du territoire dans les domaines agricoles, scolaires, technologiques ont encouragé le retour d'une nouvelle population attirée par un cadre de vie exceptionnel hors stress. En 1949-1950, Jean Briançon, puisatier de son état, possède une petite caméra de cinéma amateur. Se promenant de village en village, il filme la vie de la région. Nous avons retrouvé ces films. À l'auberge de la Motte du Caire, ces images ont été diffusées à ceux qui peuplaient déjà les ruelles il y a 50 ans. Chacun y va de son commentaire, se souvenant d'une époque où ils étaient jeunes, insouciants, vivant avec bonheur les années d'après-guerre. Non, c'est pas son frère. Non, c'est pas possible. Non. Voici là, c'est la porte. Le monument aux morts, l'ancien monument aux morts, celui qui avait été érigé tout de suite après la guerre de 14. Ça, c'est M. Régnier, l'ancien maire et un ancien grand blessé de la guerre. Guerre de 14. La guerre de 14. On ne connaît pas tout le monde, hein? On va parler de la fête. Ils sont sur le port du mur, le port là, qui va à l'église. Oui. Qui va à l'église. Et ça, c'est toi? Ah ben oui, j'étais enceinte. Je vais pas le faire voir. Ça, c'est toi? On voit pas. On voit pas. Oui. Ça, c'est mon mari. Oui, le père Blanc. Père Monsieur Blanc, mon beau-père. Et ton beau-père? Odile Blanc, lui. Oui, Odile Blanc. Il est assis là. C'est Marcel Blanc. Paul Blanc. Oui. C'est Paul ça. Tu confonds toi. Théophile Blanc. Le garde champêtre. Oui. Il était Village. La mère de Julie Blanc. Stéphanie Blanc. Non, l'autre là, voilà. La mère de Julien Blanc. Et là? C'est le Tony, un espagnol qui nous jouait de l'accordéon. Ah, notre cher, notre Tony. Ah, c'est vrai. Le pauvre. Je vais vous juguer les morceaux, hein, il disait. Vous jouez de l'accordéon. Oui, jouer avec l'oreille. Ça, c'est la fontaine de Bayon sur la place. Non, je ne sais pas qui est la dame qui l'a là. Non plus. Ça, c'est Monsieur Alphand qui faisait sa sieste. Garde champêtre. Garde champêtre. Et papa de Léon. Léon. Papa de 11 enfants, je crois. Madame Pesse à gauche. Marie-Rose. Et je pense que ça, c'est sa fille, Jeannette. On la voit. Ça, c'est le père Paré. La mère Paré. La mère Paris. Il a fait la guerre de 14 avec mon père. Toujours ensemble. Tous les dimanches, ils venaient manger à la maison. C'est la mère Paris. Ça leur Paré. Ah, c'est vrai, le pauvre. Il était brave, j'entends. Qui c'est celui qui bouge la mer là? Ben, c'est Paul Giraud, ton oncle, à côté de Monsieur Camdy. Tu rigoles ou quoi? C'est pas Paul, ça? Ah bon? Oui. Oui. Non, non. C'est pas le Péla. Ah non. Tu crois que c'est mon oncle Paul? Ah, moi, vous savez que c'est ton C'est oncle. le tonton Paul? C'est l'oncle Paul? Tu sais qui est celui-là? C'est le Julien Touche. Ah, voilà. Ah, Oui, exactement. celui-là c'est le Julien Touche. Voilà. C'est pas mon oncle Paul. Ouais, on le voit mieux, on le voit mieux. Monsieur Non, Candy. non, ça c'est Monsieur Candy. Oui, c'est Julien Touche. Mon grand-père, qui a les lunettes, là, le chapeau. Jules Garcin. Jules Garcet.
Et voilà, c'est toi qui valse. Ah, peut-être moi. Oui, c'est toi qui valse. Geneviève Andretti. Les villages du canton ont fière allure aujourd'hui comparé à il y a 50 ans. Plusieurs personnes ont accepté de témoigner sur leur passé. Au-dessus de Turier, Mado Ayas, André Robert, Suzanne Bail regardent leur passé avec délectation du haut du balcon où jadis elles observaient les hommes qui jouaient aux boules. Dans sa très vieille ferme, Émile Allègre, dit Émile du Seuil, jette un regard tendre sur une époque difficile. Né il y a 93 ans, dans la maison de ses ancêtres au-dessus de Bayon, il se souvient de la dureté des travaux paysans qui faisaient vivre toute cette population rurale. Hélène Brunet était la femme de l'instituteur. Ensemble, nous avons parcouru les ruines du village, nommé la Basse-Combe, retrouvant dans les murs encore dressés les vestiges des modes de vie d'il y a 50 ans et plus, en compagnie de Camille Brunet, monsieur l'instituteur. À Clamensanne, Marie-Josée Brunet, fille de l'instituteur et professeure de français, nous rappellera le rôle essentiel du prêtre et de l'instituteur dans la vie du village. Josette Alphand, jadis postière, et Georges Alphand, dernier facteur de la Combe, se souviennent avec envie des fêtes de village qui faisaient valser toutes les générations confondues chez Féfé, le gérant du café de Bayon. En compagnie d'Arthur Richier, maire depuis 1947 de Faucon-du-Caire, nous allons construire une lèque, comme au temps où les familles s'organisaient pour survivre, avec beaucoup de malice et une parfaite connaissance des richesses de la nature. Alors en ce moment, je suis en train de préparer les bâtons pour faire la charpente de la lèque. Là, c'est un peu long, oui. Vous en faisiez combien de lecs chaque année Je ne me rappelle plus. Un peu plus de 1000. Un peu plus de 1000. Quand c'était autorisé. On met, pour attirer la grive, des morceaux de genevrier avec de la graine bien propre. Vous voyez, la lèque est bien nettoyée, donc la grive, elle se laisse tenter. Et voilà, on va essayer de la dresser maintenant. Et 1000 lecs, ça veut dire que c'était pas que pour la consommation familiale. C'est-à-dire que quand on en prenait assez, nous les vendions et nous comptions même là-dessus pour arrondir le budget. C'était vendu à qui, ça? À des marchands de gibier. Et voilà. Qui passaient dans les villages? Qui passaient dans le village. Ici, c'était généralement le chauffeur du car qui faisait Sistoron-Turier et il faisait le marchand de gibier en même temps. Ça faisait un peu de revenus quand même. On avait des lecs, ouais. Là-bas, de l'autre côté. Là. Vous en mettiez beaucoup? Oh, 300 lecs. Oh, des grilles, j'en ai attrapé. Mais il y en a qui en attrapaient beaucoup plus que moi. Oh là là. Et ici, dans notre quartier, elles étaient toutes aux Genièvres. Et je les portais en bas à Féfé, Félicien, là, le bar, celui qui tenait le bar avant celui qu'il y a là. À partir du 29 septembre, nous étions autorisés, nous dressions des lecs, parce que c'était l'époque du passage des grives. Et on en profitait pour en arrêter au maximum. À un moment, c'était autorisé jusqu'au 31 mars. Et puis après, ça s'est réduit progressivement jusqu'à ce qu'on nous le supprime. Et au début, avant de nous le supprimer, on nous avait obligé une certaine dimension sur la pierre plate. On nous avait dit 25 sur 15. Et alors on s'était mis là avec des martelettes, on avait essayé plus ou moins, pas partout, mais le long du chemin, de façon que les gardes voient qu'on avait fait quelque chose. Puis finalement, on nous l'a supprimé en plein, quoi. Les bénéfices qu'il y avait avec la nature. Et quand on a arraché les pommes de terre, j'en ai vendu et des pommes de terre, pas de grosses quantités. Dans tous les cas, ceux qui en avaient pris une fois, ils retournaient. Parce qu'elles étaient réellement bonnes. Le terrain qui le veut. Mais il y a beaucoup de pierres dedans quand il faut labourer. J'en ai vu de toutes les couleurs pour labourer, moi. Vous plantez la charrue. Les bêtes avaient fait 4 ou 5 mètres, pas, elles étaient mal accrochées, il fallait recommencer. Ils perdaient le nord de voir ça.
Eh bien, ils avaient leur petite propriété. Chacun avait un petit troupeau, ils engraissaient un porc, ils avaient quelques céréales, et automatiquement, c'était un supplément. Ça arrivait à aider à joindre les deux bouts, comme on disait à l'époque. Quand ils passaient des grives, les gens étaient contents. Ça payait un peu des habits et tout, les chaussures et compagnie, hein, parce qu'on était beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. On n'avait pas les mêmes façons culturelles, on récoltait moins. Et il fallait vivre quand même. On avait aussi moins d'impôts, moins de charges, hein. Il faut tout dire. On faisait du blé, on faisait de l'avoine pour donner aux bêtes. On faisait de l'orge, mais ça c'était pour donner aux bêtes. Les gens avaient une vache pour avoir leur consommation familiale. Et en plus, tous ceux qui avaient des vaches avaient toujours une truie ou deux. Et ils faisaient la naissance des porcelets. Et avec les surplus de lait de la vache ou le petit lait du fromage, ils le donnaient aux porcelets. On n'achetait pas tous ces granulés qu'il y a aujourd'hui, tous ces produits. On vivait presque en cercle fermé. La vache nourrissait la famille et les petits cochons. Non, mais des vaches, on en avait guère à ce moment-là. On avait un troupeau de brebis. Il fallait qu'il y en ait toujours un qui le garde, les brebis. Et nous, le jeudi et le dimanche, on n'allait pas à l'école, mais il fallait aller garder. Une fois pour la Noël, il avait tombé 50 cm de neige, et nous, comme mon pauvre frère, le dernier, on était contents, on a dit comme ça, on n'aura pas besoin d'aller garder. Le jour de Noël, il y avait peu de neige, c'était tout parti. Il y a 50 ans qu'on peut dire qu'il n'a guère plu. Depuis 50 ans, il n'a guère plu. Une année en passant, mais autrement, c'est la sécheresse, ça dit toujours. Je me rappelle que je lisais le journal en 1938, 39, 40. Ils avaient, les voyants, ils avaient annoncé une sécheresse pendant 50 ans. Et ils ont été larges. Je voyais partout, excusez-moi de dire je, parce que comme j'étais maire aussi à l'époque, que tous les collègues arrivaient à faire mettre les terrains de leur commune à l'aspersion. Et je dis pourquoi pas nous, du moment que nous avions à la cime de la vallée des ressources d'eau qui sortaient jusqu'au 15 août environ, et après ça séchait, il doit y avoir une nappe. Alors nous avons fait faire des études par des géologues. Il est même venu un curé de la Vendée qui était sourcier et qui nous avait dit là il y a de l'eau, mais en profondeur. Et là c'est là que nous avons fait faire des sondages et ils ont été concluants. Ça a permis de pouvoir planter des vergers, d'avoir du beau fruit, même comme cette année nous avons une sécheresse depuis l'année dernière également, d'avoir de la marchandise commercialisable. La peine qu'il fallait prendre. Alors, ici, on commençait guère comme un foin, pas beaucoup. Alors, il m'en fallait acheter ailleurs. Mais après, de Bayonne ici, il fallait que je le monte à dos de mulet. Oh, et toi, tu sais ce que c'est. À ce stade-là, il y a un quartier qui a un peu à basse. Il fallait marcher, puis quand il y avait la neige, il ne fallait pas dire je veux pas, il fallait venir faire manger les moutons et leur chercher à boire. Il y a des semaines où j'enlevais la neige parce qu'il n'y avait pas l'eau, on enlevait les tuyaux parce que ça gelait, c'était des tuyaux superficiels que j'avais mis. Et il fallait aller chercher l'eau là-bas au ravin et il fallait enlever la neige tous les jours. Avec la pelle, on faisait la trace. Lors de ce temps, les brebis mangeaient un peu, on leur remettait de l'eau et on redescendait, on leur disait au revoir et à demain.
Nous, ici, on n'avait pas de chemin pour aller à Bayonne. On ne pouvait pas y aller, on ne risquait pas d'aller avec une voiture. D'ailleurs, des voitures, il y en avait presque point encore. Je descendrais 4 tonnes de foin de ce pré, à dos de mulet. Et là-bas, j'en montais à la campagne, dans le hangar, et tous les soirs, je descendais jamais à vide, je descendais avec les mulets chargés. Mon père avait le troupeau ici, je lui montais du grain, du sel, un peu de ciment pour rafistoler les murs. Je descendais toujours une trousse de foin ou deux. Et je menais 2 bêtes. Et je montais l'engrais à bas. Ils n'avaient pas une faucheuse, rien, pas de machine. La combe, pareil. Hein. Alors il fallait s'imaginer un peu. Oh. Le premier tracteur, c'est M. Lino qui l'avait commandé, c'était le père de mon adjoint, et c'était mon adjoint à l'époque. Et il m'a dit un jour, tiens, j'ai commandé un tracteur. Mais vous pensez que le jour où ce tracteur a été livré, il y avait tout le pays pour voir cet engin qui était monté en pâte, très léger. Mais enfin, c'était un tracteur qui traînait une charrue, un griffon et une remorque. Mon père, en 1900, il a monté une dégreneuse qu'elle est encore là-bas dans la remise, ouais. En bas, elle est dedans. La faucheuse, elle est là-bas réveillée. Mais lui, il avait été des premiers à être modernisé. Mon père, il a été des premiers. C'est un événement, plus tard, un peu, il fauche, lui, dis-toi, ce qu'on fait dans une demi-journée, lui, il le fait dans 1 heure, et puis tout le monde a suivi. Hein. Dans l'année d'après, tout le monde, quand a vu la démonstration positive, tout le monde a essayé de s'équiper. Et puis on a vendu les chevaux. Ah ouais. Et on a mis tout le matériel hippomobile à la ferraille. Le premier tracteur, c'est moi qui l'ai acheté en 1957. C'était un tracteur, c'était déjà plus facile de travailler qu'avec les chevaux. Parce que nous faisions des arbres fruitiers à l'époque, c'était quand même plus facile pour labourer, pour travailler les arbres. Et puis quand ils y allaient avec les chevaux, il fallait qu'ils se lèvent 2 heures avant pour que le cheval puisse manger, après le faire boire, pour qu'il soit en état d'aller travailler. Tandis que le tracteur, on le mettait en route et puis voilà, on pouvait dormir 2 heures de plus. On se levait, on déjeunait, on partait, voilà. Voilà. Alors ça changeait beaucoup de choses, le tracteur. Oui. Seulement, il y a une autre chose. Maintenant, vous voyez la moitié des champs du village, que les champs sont incultes. Parce que le tracteur ne peut pas aller, et puis les champs, ils restent là, incultes. Qu'est-ce que c'est qu'il y a? Il pousse les buissons, il pousse des ronces, il pousse de tout. Tandis qu'à l'époque, avec les chevaux, c'était travailler de partout. C'était pénible, mais c'était travailler de partout, labourer. Je suis rentré dans les postes dans les années 54-55. Et c'est là que j'ai commencé à faire je faisais le facteur à la combe et j'ai desservi le dernier client, là, nommé M. Marendoma. Et après ça s'est arrêté parce qu'il ne pouvait plus rester tout seul, il restait là-haut à la haute combe. Et après l'été, j'avais les montagnes à faire. Tous les étés, il y avait les troupeaux mansumances, il y avait les transhumances et il y avait des bergers. Il fallait aller leur porter le courrier, ils recevaient pas mal de courriers. Il y avait la Savagreo qu'on appelle, et puis la grande cabane. On était la seule personne qui voyait. Il n'y a que quand les bergers venaient se ravitailler au village qui voyaient un peu du monde. Autrement, ils ne voyaient jamais personne.
Oui, les gens, ils faisaient les commissions là, ils n'allaient pas bien sûr ni à Sisteron, ni nulle part. Il y avait 2 épiceries, il y avait 3 bars. Il y avait une boulangerie qu'on a connue nous, mais avant il y en avait 3 même de boulangeries. Il y avait pratiquement tout. Il y avait le bar Chastan à côté de l'épicerie. Après, il y avait le bar Ponce, là. Oui. Là-haut, c'était le bar... Martel. Et puis, il y avait l'hôtel, le bar en bas, l'hôtel Andretti. L'hôtel Andretti. Il y avait l'épicerie Bail, ma belle-mère, donc, la maman de Mado. Qui avait de tout, là. C'était épicerie, Voilà, c'était bonnetterie, c'était tout ce qu'on voulait. On trouvait de tout. On trouvait de tout. De la mercerie. Vraiment, c'était Voilà. Après, il y avait l'épicerie Chastan. Et le bar Ménan, pareil, il faisait aussi un peu de tout. Hein. Il y avait qui faisait bureau tabac aussi. Il faisait le bar en même temps, bureau non tabac. Oui. Le bar, épicerie, voilà. bureau tabac. Après, il y avait l'épicerie Galicien. Oui. Qui faisaient, eux, les primeurs. Qui faisait les primeurs et qui faisait tous les vendredis, il faisait tremper la morue, là, à la fontaine. C'est ça, tous les vendredis. Tous les vendredis, elle faisait tremper la morue, des petits morceaux de morue avec une petite étiquette, avec le prix. On venait acheter la morue détrempée. Ils avaient toujours, disons, les premières primeurs, dans le sens que M. Galicien était quand même faisait le circuit Sisteron-Turier, au point de vue car. Le service de car. Et il a fait ça pendant la guerre avec un car gazogène, et ce n'était pas rien. Le dimanche, tous les commerçants étaient ouverts. D'ailleurs, il n'y avait pas de jour de congé à cette époque-là. Ils ouvraient toute la semaine et ils ouvraient même le dimanche. Autrefois, il y avait 300 habitants, et comme aujourd'hui. Il y avait peut-être 2 ou 3 voitures, c'est tout. Après, c'était les charrettes, les tombereaux qui circulaient dans le village. Ce qui faisait une vie très animée. Le village était très vivant. Il y avait des veillées, il y avait des parties de cartes dans les maisons. On triait les noix l'hiver. Mon mari les coupait, les cassait les noix la veille ou dans la journée, quoi. Puis le soir, on installait ça sur la table et on triait, on enlevait les coquilles pour faire l'huile de noix. Il y avait un jour où on tuait le cochon, le lendemain on faisait les saucisses. Les saucisses, c'est tout ce qu'on faisait. Et puis après, on la goûtait, la saucisse, dans la nuit. Moi, je peux vous dire que je l'ai vu vivre ce lavoir. Au moins, chaque fois, 5 ou 6 femmes, peut-être même parfois 10, qui étaient là avec à genoux, dans leur caisse en bois, avec un bourras de chanvre pour se protéger de l'humidité, et le battoir. Et elle avait beau, je vois surtout des draps, je les vois encore sur la tringle de bois centrale. L'eau qui est de l'eau de la source arrivait par en haut, il y avait 2 bassins, je vois très précisément le premier bassin pour laver, pour savonner. Encore en notant qu'elles avaient du savon, parce que parfois c'était ma marraine, elle le lavait avec les cendres de bois. Ce que je veux dire de cette atmosphère, pour moi enfant, c'est que il y avait de la joie, même si elle travaillait dur, puisque c'était pas tous les jours. Elle lavait, je ne sais pas si c'est 4-5 fois par an, mais où elle lavait vraiment tout le gros linge. Mais très souvent, c'était les chemises de chanvre, c'était leur tablier, c'était voilà qu'elle lavait. Et avec de la joie, avec de l'entrain, de l'enthousiasme. Ce lavoir était réservé aux femmes. Je n'ai jamais vu un homme. Et c'était même un domaine un peu privé pour elle et interdit aux enfants. Dans beaucoup de secteurs, il y avait le travail des femmes et le travail des hommes. Là, je pense que le linge, faisant partie de l'intimité du domaine privé, peut-être est-ce la raison subtile pour laquelle les femmes seules s'occupaient du linge. Voilà. Ce qui était très important à cette époque-là, c'est qu'on marquait beaucoup le dimanche. Il y avait les habits du dimanche. Oui. Il y avait l'habit du dimanche. Très souvent des pantalons en velours. Mais alors le pantalon en velours propre, et il n'y avait pas de costume naturellement. C'était des tenues de campagne, de campagnards, mais c'était toujours des tenues très propres. Le dimanche après-midi était consacré à la partie de boules pour les hommes,
Les femmes se regroupaient, buvaient du café ensemble. Enfin, c'était toujours très convivial. Et par la suite, il y avait quelquefois aussi des grandes parties de cartes qui se faisaient après. Celui qui avait perdu, bien payé, venait payer son petit coup à boire, c'était le mot. Et après, il y avait des parties de cartes. Les mounes, la cadrette, la belote, bien entendu. Et les femmes en profitaient, venaient le matin à la messe. Il y avait une grande assistance à la messe. Et en même temps, elles en profitaient pour faire leurs provisions. Voilà. Il y avait entre 50 et 60, facilement 70 personnes à la messe le dimanche. D'un côté, les hommes, la tradition était encore restée, de l'autre les femmes et nous les enfants devant, bien sûr. C'était une sortie de communion. Il y avait les grandes, celles que nous appelions les grandes. J'ai reconnu Violette Coteau, Rosemonde Noble et Ginette Brémond. Ensuite, je me suis reconnue, toute petite fille près de la fontaine. Ils avaient été préparés, il y avait la retraite avant la communion solennelle. Donc, ils avaient reçu ce qu'on appelle la communion solennelle. Et pour ça, elles avaient mis ce beau chapeau, le vêtement blanc encore à l'époque. Et donc, après la retraite, un grand temps de silence de 3 jours, il y avait ce jour-là, la communion, c'est-à-dire qu'elles s'engageaient pour la vie, quoi, afin de suivre la voie chrétienne. Ce que je veux signifier, c'est que vraiment l'esprit de fête était important à cette époque. Après, il y avait toujours, bien sûr, les repas familiaux. À ce moment-là, on invitait les tantes, les oncles qu'on voyait peut-être que 2 fois par an. Voilà, c'est ça. Et le prêtre était toujours invité aussi, bien sûr. Il y avait une messe tous les matins. Première messe. Et maman allait tous les matins à la messe. 7 heures. 7 heures. 7 heures. Tous les matins, plus la messe du dimanche, bien sûr. Et il y avait une première messe le dimanche aussi. Il y avait 2 messes le dimanche. Tout à fait. Et les vêpres. Et les vêpres l'après-midi. Les vêpres l'après-midi. Et le patronage pour les jeunes. Le curé, monsieur le curé, donc, avait une grande importance dans le sens qu'il avait une instruction que beaucoup de gens ici, de ruraux ici, n'avaient pas. Il participait aussi, quand quelqu'un était malade, il venait le visiter. Quand il était un peu aussi le confident. Bon, je ne dis pas qu'il jouait même parfois un peu le rôle de médecin. Pour l'époque de ma mère, le prêtre était vraiment médecin. Il avait fait des études un peu d'homéopathie, on va dire. Hein. Bon, donc, mais là, à l'abbé de Meillet, ce n'était pas cela. C'était sa présence pour le travail. S'il y avait besoin de charger une charrette, il le faisait. S'il y avait besoin de réparer, je vous ai dit, un mur, il le faisait parce qu'il avait beaucoup de formation, menuisier, même, enfin, maçon, je me souviens très bien, parce que je le vois vraiment avec sa truelle à la main. Voilà. Mais donc l'importance, oui, c'est une grande estime, un grand respect. Et tout le monde lui donnait des fruits, des légumes. On lui apportait, je revois encore au presbytère, là, des cagettes de pommes. Voilà, on lui portait ce qu'il y avait de meilleur, bien sûr, au prêtre. Ce qui avait disparu à cette époque, qui était très présent au début du siècle, c'était les rivalités entre l'instituteur et le curé, qui étaient les 2 fortes personnalités de l'époque. Mais cela avait disparu, fortes personnalités, disons, c'était eux qui étaient un peu les personnages importants des villages, avec le maire, c'est vrai. Mais les rivalités, les problèmes d'école laïque et problèmes de religion avaient disparu. Voilà, je dirais, ils se complétaient, jamais mon père nous aurait interdit d'aller au catéchisme, alors qu'à sa génération, à lui, c'était difficile. Ma mère n'avait pas eu l'école normale parce qu'elle allait à la messe. Ça me rappelle le temps où je venais me promener à la Combe avec mon mari, en souvenir du temps où il avait passé instituteur ici. Et là, vous voyez, on pouvait traverser facilement. Il y avait une passerelle. Je trouve qu'il y a des pierres énormes qui prouvent que la pierre était solide. Vous voyez, mais il ne reste plus que des pierres. L'école, pour moi, elle était là, en face de ce rectangle-là.
vraiment, ça me fait quelque chose de voir que tout est tombé en ruine. Mais cela, c'était normal, parce que les gens ici vivaient d'une façon un peu, d'une façon très dure, parce que la vallée n'a presque pas de terrain, et pour vivre là, à cette époque-là, il y avait encore pas mal d'habitants, il y avait encore une cinquantaine d'habitants à la Basse-Combe, et peut-être 30 ou 35 habitants à la Haute-Combe. Je suis né en 1914, avant que la guerre de 14 éclate. Ah, la Combe, c'était, oui, c'était un de mes premiers postes. Combien de classes? Oui. À l'école de la Combe. Il n'y avait qu'une classe. Bon, et elle n'était pas très grande. Enfin, il y avait ce qu'il fallait. Il y avait quand même 3 bureaux, il y avait le poêle, il y avait des étagères pour les livres. Vous aviez combien d'élèves là? Eh bien, la première année, j'en ai eu 7, et la deuxième année, 4. De 2 familles seulement. De la famille Doma, Gracien, et de la famille Brunet-Frédéric, mon oncle. Il y a 50 ans, l'instituteur était important parce que normalement, il devait être un modèle pour les enfants. Modèle de travail, modèle d'honnêteté, d'exactitude. Les parents faisaient une grande confiance à l'instituteur. C'était l'époque où les parents savaient se faire obéir des enfants. Voilà, tout est là. C'était ce que l'instituteur leur avait appris, qu'ils gardaient pour toute leur vie. Écrire, lire, compter. Et être capable déjà de prendre des décisions quand ils sortaient de l'école. Ils sortaient de l'école à 14 ans, ne l'oubliez pas. Ah, puis à cette époque-là, ce n'étaient pas les élèves qui commandaient, c'était le maître. Le maître commandait à cette époque-là. Souvent, on prêtait, monsieur l'instituteur, prêtait des livres. Et l'enfant les lisait, non seulement lui les lisait, mais la famille les lisait. Et puis après, on demandait souvent le samedi, il y avait la lecture du maître et la lecture du livre qu'il avait prêté. Et on lisait comme ça en famille des livres que nos aînés avaient déjà lus, vous voyez, mais qui étaient restés gravés dans les annales de la famille. Parce que ce que je vous dis là était valable déjà pour nos frères aînés et nos sœurs aînées. Quand ils avaient la chance d'avoir un instituteur qui restait longtemps, comme c'était le cas pour Clamensan, où on a eu 3 familles d'instituteurs qui se sont toujours remplacés sans mettre de personnes entre eux. Alors, c'était une continuité dans le travail, dans le respect et dans l'amour des autres. À l'automne, c'est-à-dire début novembre, tous ceux qui avaient une charrette et des chevaux étaient comme mobilisés tel jour et ils allaient à Briançon et ils coupaient du bois. Ils apportaient d'abord le bois, ça moi ça me frappait, à ceux qui n'avaient pas de bêtes, pas de chevaux, pas rien. Ils avaient une provision de bois. Je veux dire, on aurait dit que c'était inné. Ça ne posait pas problème. Comme à Clamensan, par exemple, les malheureux n'avaient jamais besoin de se faire du souci parce qu'ils avaient toujours eu du pain à manger et on inscrivait sur des carnets, la mairie inscrivait ce que le boulanger lui donnait comme liste des gens qui ne pouvaient pas payer le pain. Et la mairie payait le pain des malheureux. Mon papa lui-même estimait beaucoup le père de mon mari qui était facteur à la Combe et qui payait le pain de la famille où il était en pension parce qu'il ne pouvait pas le payer. Voilà ce qu'on pouvait être amené à faire. Il y avait des gens qui étaient trop malheureux, il fallait le faire discrètement, autrement on risquait de leur faire de la peine. Voilà.
pour l'ascension. La procession, l'ascension, venu en procession, la procession de l'ascension. Les Baumelles, c'était un petit peu le rendez-vous des amoureux, hein, les Baumelles, parce qu'on aimait bien venir aux Baumelles. Oui. Il y avait le feu de la Saint-Jean, on faisait le feu de la Saint-Jean. Le feu de la Saint-Jean, oui. Vous savez, là, on nous voit sourire. C'est vrai que c'était une époque, on venait de traverser une époque qui n'était quand même pas très joyeuse, où naturellement les bals étaient clandestins. Nous étions encore jeunes à l'époque. Hein. Voilà, pas trop. Mais enfin, de toute façon, c'est une suite là. Et bien entendu, on était contents de se retrouver, de danser. Il y avait un où surtout on allait danser, c'était chez Féfé. C'était lui qui jouait de l'accordéon. Et puis il y avait tous les jeunes des alentours qui venaient de Bréziers, Turier, surtout d'Amo, plus que de Clamensane ou de la Motte. Il y avait une bonne ambiance. Ça. Il y a même les personnes âgées qui dansaient aussi, qui s'amusaient, oui. Oui, c'est vrai. Ouais, c'était des belles musettes. Hein. On pensait qu'à s'amuser. C'est-à-dire, on était jeunes. Hein. Pour la Saint-Blaise, par exemple, c'était une grande fête, elle durait une semaine. Il y a des gens du Turier qui venaient là y rester une semaine. Ils faisaient la fête. C'était là que tout le monde se réunissait, puis alors, ils mangeaient les grives. Il y avait beaucoup de grives à ce moment-là. Ils mangeaient les grives, ils mangeaient les jailles, c'était la fête du cochon. Et puis les gens, ils s'invitaient. Par exemple, il y en a, moi je connais un de Turier qui venait, là, le père Nury. Il venait, les gens l'invitaient, ou d'autres, quoi. Ils s'invitaient comme ça. Puis après, le jour où ils allaient à la fête de Turier, c'était l'inverse. D'ici à Turier, on allait à pied. Il n'y avait pas de locomotion. Et puis bien souvent, comme la fête était dans l'hiver, quand il fallait revenir, il y avait la neige. Et il y avait 20 ou 30 cm de neige. Ça nous arrivait, ça. Ma foi. Quand on est jeune, on n'a peur de rien. Ah ben, il y avait déjà une franche camaraderie. L'amitié qui était très importante. Une connaissance, naturellement, on se connaissait tous. On s'était pratiquement tous élevés ensemble. On se réunissait par exemple le soir après souper sur la place. La place était pleine de monde. Là, tout le monde s'amusait. C'était pratiquement la fête, quoi. Tout le monde jouait au bout, là. La première télévision, c'était mon père qui l'avait. Il n'y avait que lui dans le village. Et tout le monde allait chez lui voir la télévision. Et alors, il mettait des bandes devant la télé tout le long. Et puis chacun s'installait. Je me rappelle la première fois qu'il y avait Johnny Hallyday. Oh, le monde qu'il y avait chez mes parents. Pour le voir. Il y avait tout le village presque. C'était tout nouveau. Eh oui. Je crois me rappeler que sur la terrasse de M. Andretti, je me trouvais là avec les deux filles Andretti, Camille et Geneviève, et nous avons dansé un petit peu. C'était pas habituel d'avoir un monsieur avec une caméra qui nous filmait. Ça, on l'avait jamais vu. C'était l'après-midi, je me souviens, et on se promenait comme tous les... Ça devait être un dimanche quand même. On allait se promener en amoureux. Eh oui. Au fond, ça a été une chance pour eux, pour les habitants. Ça a été une chance de pouvoir partir, je pense. Parce que quand même, il y en a qui étaient sortis un peu, qui étaient allés peut-être à Sisteron et tout. Alors, ils pouvaient un peu comparer la vie des gens à Sisteron, ou même déjà à la Motte, du Caire. Ils ont déjà pu faire une comparaison. Et ils se sont dit, si nous pouvons partir, nous partons. Alors après la guerre de 39-45, ça a été pire encore. Moi j'ai vu partir 3 familles après la guerre qui sont allées travailler à Saint-Auban à l'usine au moment de l'expansion, au moment des 30 Glorieuses. Après les jeunes, ça a changé, c'était plus pareil. Ils ont commencé à partir pour aller travailler à l'extérieur.
Puis alors c'est comme ça que le village a commencé un peu à dégringoler, disons. Les gens n'étaient pas riches ici, les filles sont parties pour aller travailler ailleurs, à Marseille ou ailleurs. Quand ils ont eu le chemin, ils ont pu partir. Voilà, ils ont été contents, heureux de s'en aller, de ce pays, de ce pauvre pays, de cette pauvre vallée. Mais remarquez, ils ne se sentaient pas malheureux quand ils étaient tous là, quand ils étaient répartis dans la Basse-Combe et la Haute-Combe. Ils étaient heureux, ils n'avaient pas connu autre chose, ils ne pouvaient pas faire de comparaison. Alors, ils se trouvaient bien. En 50 ans, ce pays s'est réveillé parce qu'il s'était un petit peu assoupi à la fin de la guerre. Nous avions une déperdition assez importante de la population et depuis la mise à l'irrigation des terres, nous avons senti qu'il y avait un renouveau qui se produisait et puis les élus se sont battus pour faire venir de la population. On a amélioré le logement, on a créé de l'activité, on a mené des services et aujourd'hui, nous avons un gain de population relativement important puisqu'on a gagné plus de 500 habitants sur l'ensemble du pays en moins de 10 ans. C'est avéré nécessaire de transporter les enfants d'une école à l'autre, celles qui sont encore bien en place. Et puis nous avons surtout le collège qui est au centre du pays de la Motte-du-Carturier. Et nous avons tous les jours, au quotidien, 350 enfants qui sont transportés soit vers leur lieu d'éducation, soit sur les écoles, soit vers le collège. Le canton de la Motte-Turier a subi en 50 ans des bouleversements sociologiques et économiques considérables. Un mode de vie a succédé à un autre mode de vie. De nos jours, de beaux visages illuminent l'avenir des villages. Un nouveau cycle positif permet à l'homme de s'adapter à l'éloignement des grandes cités urbaines. De nouveaux horizons s'ouvrent à ceux qui ont choisi de construire leur vie ici, privilégiés, préservés.